Bonsoir. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, vous êtes devenu, Monsieur Le Pen, un marginal du jeu politique. Certes, vous êtes président d'une formation autorisée par le ministère de l'Intérieur, le Front National, mais c'est une formation qui n'a jamais réussi à faire entrer le moindre représentant au Parlement. Les choses ont changé pour vous depuis 1983. D'abord, vous vous êtes fait élire conseiller d'arrondissement à Paris dans le 20e. Ensuite, il y a eu ces 3 scrutins locaux, Dreux, Aulnay, Le Morbihan. Dans chacun des cas, les électeurs consultés ont, dans une proportion très significative, répondu à votre appel. Alors aujourd'hui, vous avez, à cause de cela, une existence électorale. Vous faites partie de la réalité de la société française, c'est un fait, et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir, pour en savoir plus sur vous, pour comprendre, et pour aider les Français qui nous écoutent à comprendre. Cette invitation, vous le savez, ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a actuellement, devant cette maison, des manifestations. Le Parti communiste la considère comme indécente et appelle au boycott. L'Humanité écrit de vous « Cet homme est dangereux » parce que la politique qu'il défend est dangereuse. Et le Nouvel Observateur ajoute « Il aurait mieux valu l'ignorer ». Les lettres que nous recevons en porte-témoignage, Monsieur Le Pen, vous faites peur. À l'origine de cette peur, la façon dont vous parlez de la présence des étrangers qui vivent en France et de leur statut. On connaît de vous vos affiches, 20 millions de chômeurs, ce sont 20 millions d'immigrés, 2 millions de chômeurs, pardon, ce sont 2 millions d'immigrés de trop. C'est un slogan d'exclusion que vous complétez par un autre. La France et les Français d'abord. Alors qui êtes-vous vraiment, Monsieur Le Pen? Que voulez-vous? Est-ce que vous êtes le même homme que celui qui, il y a 28 ans, était élu député poujadiste, était partisan de l'Algérie française? Est-ce que vous avez aujourd'hui les mêmes soutiens, les mêmes amis, les mêmes idées, ou bien est-ce que vous avez changé au fil des ans? Vous connaissez la règle de notre émission. Ce n'est pas une émission, ce n'est pas une tribune. C'est une émission de questions sans complaisance et de réponses sans discours. Alors ce soir, vous allez affronter pendant un quart d'heure chacun Alain Duhamel, Jean-Louis Servan-Schreiber, PDG de l'Expansion, et Albert Duroy. Vous aurez donc 1 heure pour répondre sur tous les grands problèmes qui intéressent les Français. Et nous allons commencer tout de suite par aller à SVP pour la première question. Alors Jean-Louis Le Sen, y a-t-il des questions? Oui, Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Beaucoup d'appels téléphoniques ce soir à SVP, mais pas toujours pour poser des questions. De nombreux téléspectateurs veulent simplement vous encourager, notamment pour vos prises de position sur l'immigration. Mais beaucoup plus nombreux sont les téléspectateurs ce soir, ceux qui condamnent formellement votre action. Fascisme, racisme, antisémitisme sont les adjectifs qui reviennent le plus souvent dans les fiches. Cela dit, plusieurs téléspectateurs vous demandent si vous êtes favorable au rétablissement de la peine de mort, pour quel crime, et que pensez-vous du cas Barbie? Je suis très heureux de pouvoir répondre aux questions qui me sont posées, encore qu'il en comporte plusieurs. La première, le fascisme, le racisme, l'antisémitisme, ça, tout cela, c'est ce qui m'est en général reproché par la presse communiste et celle qui lui est directement liée. Cela fait partie de la désinformation dont le communisme est en quelque sorte habitué, auquel il est habitué. Et je n'aurais pas de peine à me débarrasser du masque que l'on m'applique sur le visage, puisque l'occasion m'est donnée dans cette émission d'être en quelque sorte présenté par moi-même. La question qui vous a été posée est précise. Êtes-vous pour le rétablissement de la peine de mort et pour quel pardon, type? Excusez, je pensais que... Excusez-moi, voilà. je l'avais donc tout le reste, on reviendra. mal saisi. Je suis effectivement un partisan de la peine de mort et je suis partisan de l'application de la peine de mort. Parce qu'un certain nombre d'arguments ont été avancés pour l'abolition de la peine de mort, en particulier celui selon lequel elle ne serait pas dissuasive. Or, en effet, elle n'est pas dissuasive quand elle n'est pas appliquée. Et je considère que la faveur qui est faite actuellement aux criminels, aux assassins, est quelque chose d'extrêmement choquant pour le pays et de choquant pour la justice. Pour, en tous les cas, les crimes ignobles que sont les assassinats d'enfants, pour les crimes terroristes,
pour les assassinats de policiers. Je pense qu'il est nécessaire de rétablir la peine de mort. Elle est en quelque sorte la clé de voûte de notre système pénal, et si elle est supprimée, comme elle est supprimée, et comme sont supprimées d'ailleurs immédiatement derrière elle deux des peines les plus graves du code pénal, c'est-à-dire la détention à perpétuité et la détention même à 20 ans, puisque chacun sait qu'un criminel, un assassin condamné à mort, qui serait exécuté sous l'empire des lois d'autrefois, est aujourd'hui condamné en fait à n'en faire que 12 ou 13 ans. Ceci est à mon avis extrêmement choquant et témoigne, je le pense très sincèrement, de la décadence de nos institutions, de notre morale publique et de l'incapacité des dirigeants de notre société à faire face à l'aspiration la plus fondamentale de notre peuple, qui est l'aspiration à la sécurité, première des libertés. Bon, alors tout de suite, un quart d'heure de face à face avec Alain Duhamel qui va venir s'asseoir devant vous. Vous aviez une autre question, Jean-Louis Le Senne? Non. On y reviendra tout à l'heure. Oui, vous n'avez pas répondu sur le cas Barbie. Oui, le cas Barbie, pardon. Oui, écoutez, le cas Barbie ne m'intéresse pas plus qu'il n'intéresse tous les autres Français. Et je voudrais dire à cette occasion combien je suis scandalisé, en ce qui me concerne, de voir qu'à la télévision, dans des émissions où je ne suis pas présent d'ailleurs, mon nom ou ma photographie sont très souvent associés à des défilés de l'armée allemande, ou à de la photo d'Hitler, ou à d'autres photos du même genre. Je dis que cela est scandaleux, comme sont scandaleuses les manifestations qui s'abritent derrière le souvenir des morts pour la France ou des morts en déportation. Jean-Marie Le Pen n'a strictement rien à voir avec tout cela, et le nom de Le Pen est inscrit sur le monument aux morts de la Trinité-sur-Mer, alors que celui de Georges Marchais n'a jamais été inscrit que sur les fiches de paye à Augsbourg de l'usine Messerschmitt pendant la guerre. Non, Monsieur Le Pen, on peut peut-être s'interroger, et là on rejoint les manifestations qui ont lieu actuellement dans la rue, on peut peut-être s'interroger sur les raisons pour lesquelles votre nom est effectivement associé à ce que vous dites. Il y a une question qui m'est posée par les étudiants juifs qui sont là devant, dans la rue, et qui représentent le Bétard de France. Est-ce par hasard que les éditions La Serpe, dont vous êtes le propriétaire, diffusent des chants nazis, des discours et des portraits d'Hitler? Bon, premier point, je suis un des rares hommes politiques qui gagne sa vie dans la vie professionnelle ordinaire. C'est-à-dire que pour gagner ma vie, j'ai fondé une entreprise d'édition. Je suis à ce titre un éditeur phonographique. Je suis spécialisé dans l'édition des documents sonores, et en particulier de tout ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans l'histoire du monde, de l'Europe et de la France depuis 40 ans pratiquement qu'il y a du son. C'est si vrai que d'ailleurs votre maison et toutes les chaînes de télévision, toutes les chaînes de radio sont mes clients habituels, parce que pour pouvoir éditer ces disques, plus de 120 disques 30 cm consacrés soit à l'histoire, soit aux documents sonores, soit au folklore politique et social, j'ai dû réunir beaucoup de documents. Et il est évident que quand on est un éditeur, et un éditeur libre, c'est-à-dire qu'il ne se soumet à aucune pression, on donne du passé historique de l'Europe, de la France et du monde une image qui est réelle. Il est vrai donc que j'ai publié des disques consacrés au Troisième Reich. J'ai consacré aussi 3 disques à l'histoire d'Israël, à Lénine, à Hitler, à Churchill, à Mitterrand, à Pompidou, 12 ou 13 disques à De Gaulle, à Pétain, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai fait mon métier d'éditeur. Et j'affirme que je ne me soumettrai à aucune des pressions qui prétendraient me dicter dans ce domaine ce qui est ma loi déontologique. J'ajoute que l'un de ces disques qui affirmait dans 4 lignes, dont j'étais l'éditeur mais non l'auteur, mais que je prendrai à mon compte, que le Parti national-socialiste allemand était arrivé au pouvoir à la suite d'élections libres, ce que ne conteste strictement aucun historien sérieux. J'ai été condamné pour cela, n'est-ce pas? J'ai été persécuté, je le dis très franchement. Et en appel, j'ai fait citer 25 témoins. Sur ces 25 témoins, 2 seulement n'ont pas déféré à cette invitation. Il y avait 5 généraux de la Deuxième Guerre mondiale, 5 déportés célèbres, dont le président André Marie, 5 historiens, bref, des gens de qualité. 23 d'entre eux ont affirmé qu'il était de mon droit le plus strict, et j'ajouterai pour certains de mon devoir, de faire les publications que j'ai faites en la forme où je les ai faites. Et par conséquent, dans ce domaine, je ne regrette rien, j'ai fait mon métier. Alors Alain Duhamel.
Bon, Monsieur Le Pen, vous avez deux images. Il y a une première image qui vous colle à la peau depuis 30 ans, depuis vos débuts dans la vie politique, et qui est l'image d'un extrémiste et d'un activiste. Et puis il y a une seconde image que vous essayez visiblement d'accréditer en ce moment, et à travers laquelle vous vous présentez comme un homme d'opposition, de droite nationale, respectable et légaliste. Alors moi, ce que je voudrais, c'est pendant ce quart d'heure qu'on va passer ensemble, essayer de vous poser toute une série de petites questions précises auxquelles vous pourrez répondre à votre tour brièvement. Première question. Est-ce que vous vous considérez comme un démocrate? Oui, certainement. Et je le démontrais en participant à la vie publique de notre pays, en toutes circonstances et bien souvent condamné à l'avance par le système électoral majoritaire sans espoir. Et j'ai même argumenté bien souvent contre certaines écoles philosophiques de droite qui contestent la démocratie comme moyen de gouvernement. Et j'ai dit, je suis dans le fond un démocrate churchillien. C'est-à-dire que je me réfère aux fameux aphorismes de Churchill disant la démocratie, c'est probablement un très mauvais système, mais je n'en connais pas d'autre. Alors, vous acceptez sans réserve les institutions de la Ve République, je ne parle pas du détail naturellement des institutions, mais les institutions de la Ve République et le principe de l'alternance et de la présence de la gauche au pouvoir. Absolument, oui. Sans la moindre réserve. Absolument, absolument. Et j'ajouterais même une chose, c'est qu'alors que l'idée qu'il fallait interdire le Parti communiste légalement, en quelque sorte, est partagée par un certain nombre d'hommes politiques français, pas seulement à droite. Moi, j'ai toujours pensé que le Parti communiste n'avait pu progresser et atteindre le niveau qu'il avait atteint chez nous que parce qu'il n'avait jamais été réellement combattu sur le plan idéologique. Je pense que dans un pays civilisé, évolué comme le nôtre, la place du Parti communiste devrait être celle qu'il a aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, c'est-à-dire entre 2 et 3%, et j'affirme qu'il est possible, à condition qu'on le combatte sur son terrain, sur le terrain de l'idéologie, qu'on le dépouille des privilèges qui lui ont été concédés depuis 35 ans, et je pense que cela, c'est une bataille qui est en cours actuellement. Alors, puisque vous êtes favorable à la démocratie, vous le dites, vous êtes donc opposé à toute forme de violence quelconque dans un pays comme la France et dans un pays démocratique. J'y suis d'autant plus opposé que j'en suis généralement la victime. Et chaque fois que l'on associe le nom du Front National à la violence, c'est la violence qui, lui, est faite. D'ailleurs, c'est si vrai que aucune instance judiciaire n'a été engagée ni n'a abouti à des condamnations de membres du Front National. En revanche, j'ai été l'objet de plusieurs attentats terroristes, n'est-ce pas? J'ai perdu un œil à la suite, dans une bagarre non pas une bagarre électorale, voyons, je menais campagne électorale, j'ai été attaqué par des nervis qui m'ont jeté à terre, désorbité l'œil, etc. Et bien, je vois aujourd'hui que je m'exprime à la télévision et qu'il faut pour cela constituer la télévision en fort chabrol, parce qu'il y a, paraît-il, des manifestants qui prétendent par la force et par la violence m'interdire de m'exprimer. Bon, donc vous êtes contre ceux qui, à travers des services d'ordre et à travers la force de leurs muscles, tentent d'empêcher des élections de se dérouler régulièrement. Absolument. Bon, alors, expliquez-moi, brièvement naturellement, pourquoi, dans ces conditions, vous avez manifesté, disons, du respect et de la sympathie pour Franco et, disons, de la compréhension pour Pinochet. Comment est-ce que c'est compatible avec ce que vous venez de nous dire? D'abord, brièvement, bien sûr. Oui, très brièvement. J'ai en effet dit qu'en ce qui concerne le Chili, Allende et le gouvernement marxiste, qui ne représentait que 20 à 25% des voix, avaient conduit le pays sur la voie du désastre économique et d'une révolution qui menaçait d'être sanglante. Et j'ai dit que dans ce cas, je comprenais l'action de l'armée chilienne, réalisée d'ailleurs sous la direction d'un ami d'Allende et d'un de ses anciens ministres, le général Pinochet. Je n'en ai pas dit plus. Vous êtes d'accord que le président Allende avait été élu le plus régulièrement du monde? Il avait été élu en effet, mais il essayait, comme dans d'autres pays, d'imposer la création d'une révolution marxiste, visiblement contre l'opinion de l'immense majorité. Et j'ajoute qu'au moment où les événements de Chili se déroulent, le président Allende a été mis hors la loi par les assemblées parlementaires. Et Franco? Le général Franco est arrivé au pouvoir, vous le savez, à la suite d'une très grave guerre civile, oui. Et il a fait dans son pays, je pense, qui était très arriéré, progresser dans l'ordre et ramener en quelque sorte à la paix civile
un pays qui avait été profondément déchiré. J'ai souvent entendu des amis espagnols de gauche et antifranquistes me dire combien ils craignaient le départ du général Franco et peut-être la possibilité de revenir à des violences très sanglantes comme celle de 1936. Je me félicite que la mort du général Franco ait abouti à l'institution d'un régime monarchique et démocratique. Mais vous ne considérez pas que le général Pinochet ou que le général Franco aient été des démocrates selon votre cœur? Certainement pas. Mais personnellement, je pense que les gouvernements militaires ne peuvent, s'ils viennent au pouvoir, ne doivent rester qu'un très peu de temps, juste le temps parfois nécessaire pour éviter la guerre civile ou pour sauver le peuple, dont ils ont tout de même la vie, en quelque sorte, et la pérennité en garde. Mais je suis partisan des gouvernements civils. Je le dis de la manière la plus claire et n'ai jamais scellé mon opinion sur ce sujet. Quelle est votre réaction quant à une réunion publique récente à laquelle vous vous trouviez, qui se déroulait à Lyon? Une de vos vice-présidentes a parlé de Simone Veil en l'appelant la tricoteuse de Giscard. Oui, c'est une image... vous êtes d'accord qu'elle l'a dit? Oui, absolument, absolument, elle l'a dit. C'est une image, je dirais, oratoire. Et chaque chose doit être jugée... Est-ce qu'elle vous choque? Chaque chose doit être jugée dans son contexte. Et il est évident que Mme Burgas, vice-présidente du Front National, dont les positions sont très connues sur la lutte en faveur de la vie et contre la légalisation de l'avortement, a voulu en quelque sorte souligner d'une manière pittoresque et piquante, si j'ose dire, le rôle joué par Mme Veil dans la définition de ces lois. Mais ça ne vous choque pas? Vous trouvez ça seulement pittoresque? Écoutez, le peuple français n'est pas composé exclusivement de bourgeois de salon, n'est-ce pas? Et dans les grandes salles populaires, quand on s'adresse au peuple, on lui parle son langage. Et ce langage ne semble pas en tous les cas, tous les cas avoir choqué les gens qui assistaient. Et il y avait là toutes sortes de gens, y compris des universitaires de haut rang. Je n'ai personnellement pas utilisé cette image et sans doute ne l'utiliserai-je pas. Bon, mais Monsieur Le Pen. Je trouve que c'est vraiment un point de détail. Bon, alors c'est peut-être un point de détail, mais alors pour élargir la question en ce moment-là, quand vous rencontrez autour de vous, comme ça arrive à tout le monde, et notamment en ce moment, des manifestations d'antisémitisme en France, quelle est votre réaction sincère? Je ne rencontre pas de manifestations d'antisémitisme. Ah, vous êtes le seul, je rencontre en revanche des manifestations qui me réputent antisémites, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je ne viens pas... Non, ça n'est pas ma question. Non. Vous êtes d'accord? C'est quand vous, disons, si ça n'est pas autour de vous, quand vous lisez des propos qui sont antisémites ou quand vous entendez des propos qui sont antisémites. Je ne vous dis pas quand vous les prononcez. Oui. Quand vous les entendez, quelle est votre réaction? Autrement dit, qu'est-ce que vous pensez de l'antisémitisme? Écoutez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis, n'est-ce pas? Si l'antisémitisme consiste à persécuter les Juifs à raison de leur religion ou de leur race. Je ne suis certainement pas antisémite et la tribune juive notait qu'en 30 ans de vie publique, on a pu relever une seule déclaration antisémite à mon encontre. En revanche, je ne me crois pas pour autant obligé d'aimer la loi Veil, d'admirer la peinture de Chagall ou d'approuver la politique de Mendès France. Voilà, quelle est ma position. Bien. Enfin, bien, c'est une manière de ponctuer, bien sûr. Je réponds à votre question. Autrement dit, je ne me crois pas que, comme le président Giscard d'Estaing, je dis d'ailleurs que ça me choque, de déclarer qu'en revenant d'Israël, je ne reviens pas de l'étranger. N'est-ce pas? Par exemple. Oui. Voilà. Et quand la même personne, au même endroit, dans le même discours, parlait des hôpitaux, et des hôpitaux, oui, je dis bien, et de l'interruption de grossesse, ou pour ne pas être hypocrite, disons, de l'avortement, en comparant ça à des fours crématoires, est-ce que ça ne vous semblait pas avoir des connotations au moins... Oui, mais je pense que l'assassinat massif d'enfants, les photos que l'on a pu voir, correspondent en effet à une forme de génocide. Et vous savez comment les fœtus on les fait disparaître dans les hôpitaux? Eh bien, on les brûle dans des fours crématoires. C'est comme ça. Disons que l'association de ce genre d'image à quelqu'un comme Simone Veil ne vous choque pas? Mais écoutez, je n'ai pas de complexe, moi, dans ce domaine. Je m'exprime librement. Mais je vous questionne librement. Je n'ai pas de complexe et je n'admets pas, je le dis très franchement, le terrorisme intellectuel que l'on fait peser dès que l'on touche à un certain nombre de problèmes, comme celui, par exemple, de l'immigration. Bon, ben, j'y viens à la seconde. J'y viens à la seconde. Le problème de l'immigration, il y a eu, il y a quelques semaines, une déclaration très importante de l'épiscopat français
sur les problèmes de l'immigration. Et les évêques de France, collectivement, ont expliqué, je résume en substance naturellement, mais ont expliqué qu'il fallait accueillir fraternellement dans la communauté française les immigrés qui choisissaient de vivre dans notre pays. C'est les évêques de France qui ont dit ça. Je ne reçois pas mes leçons politiques de l'Assemblée des évêques de France, je vous le dis tout de suite. Non, mais je vous demande, je vous demande d'y réagir. Réagissez. Je n'en remontre pas à mon curé, mais n'aime point beaucoup que dans le domaine où je suis spécialiste, les curés m'en remontent. Oui, non, je suis tout à fait d'accord sur le problème. Je ne vous demande pas de dire que les évêques ont raison. Je vous demande de réagir à ce que les évêques ont dit. Qu'est-ce que vous, Jean-Marie Le Pen, pensez de ce que les évêques ont dit? Bon, écoutez, je pense que les évêques se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et ils ont en effet pour devoir de rappeler quels sont les préceptes évangéliques. C'est-à-dire de rappeler aux hommes qu'ils ont entre eux, quels qu'ils soient, une fraternité. Les évêques n'ont pas dit, en disant cela d'ailleurs, qu'il n'existait pas de nationalité, qu'il n'existait pas de régime privilégié, et en particulier dans la nation, dans toutes les nations, en faveur des nationaux. Et puisque l'on parlait beaucoup tout à l'heure de racisme, il y a un racisme, moi, que j'exècre encore plus que tous les autres, c'est le racisme anti-français. C'est celui qui tente à considérer les Français dans leur propre pays comme des gens, dans le fond, qui n'auraient même pas les mêmes droits que les autres, et en particulier que ceux qui se sont très souvent bornés à pousser la porte pour entrer. C'est-à-dire ce qu'on avait fait venir aussi. Oui, alors là je suis tout à fait à l'aise pour en parler, car j'ai condamné en son temps les initiatives du gouvernement français et d'un certain patronat français, en soulignant bien que, en faisant venir des travailleurs immigrés de basse qualification, on le faisait en fait pour faire peser à la baisse sur les salaires manuels. Et que cette politique a abouti chez nous à empêcher la revalorisation du travail manuel, la réhabilitation du travail manuel et la nécessaire modernisation de notre instrument de travail. Alors, Monsieur Le Pen, je considérais donc que c'était une faute politique en même temps qu'une faute économique. Alors, Monsieur Le Pen, est-ce que quelquefois, seul avec vous-même, si j'ose dire, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous n'êtes pas un petit peu un apprenti sorcier? C'est-à-dire si en tenant des propos de ce genre, vous ne déclenchez pas chez des gens plus simples que vous des réactions qui, elles, sont du racisme. Au fond, est-ce que dans ce cas-là, quand vous entendez parler de racisme, et là ne me dites pas que vous n'en entendez pas parler, est-ce que vous ne vous sentez pas une part de responsabilité? Ceux qui m'entendent et ceux qui m'écoutent peuvent témoigner que j'ai toujours dit que la politique que je souhaite voir appliquée à l'égard de l'immigration étrangère, c'est-à-dire l'inversion du courant de l'immigration, doit se dérouler dans des conditions de dignité humaine. D'ailleurs, cela ne soulève aucune difficulté dans les publics qui sont très souvent composés de Français d'origine noire ou d'origine africaine ou nord-africaine ou de ressortissants des territoires d'outre-mer, car la définition que nous donnons au Front National des Français est la définition de notre nationalité. Mais il est évident que quand certains éditorialistes de radio, par exemple, déclarent sur le ton de la rigolade à leur interlocuteur « Allons, Monsieur Fourcade, j'espère que vous n'êtes pas comme Jean-Marie Le Pen, que vous ne voulez pas mettre les immigrés sur des bateaux pour les couler au milieu de la Méditerranée », je dis que ce sont des gens comme ça qui créent le racisme dans notre pays et qui incitent à la haine et à la violence des communautés les unes contre les autres. Monsieur Le Pen, je vais passer à l'opposition maintenant, mais pour que les choses soient bien claires, quand il y a des réactions de racisme comme elles existent chez des gens qui sont quelquefois des gens simples et pas forcément des gens qui, comme vous, ont fait des études supérieures, vous ne vous sentez jamais, à cause des propos que vous tenez ou des propos que tiennent vos lieutenants ou des propos de vos militants, une part de responsabilité. Jamais. Vous vous sentez la conscience tranquille. La grande responsabilité dans cette affaire serait de ne pas dire la vérité sur la menace fondamentale qui pèse déjà sur les budgets sociaux et nationaux de notre pays au détriment des Français, mais qui pèse dans l'avenir sur la véritable vague déferlante de l'immigration en provenance du tiers-monde vers un pays comme le nôtre, frappé par la dénatalité, oui. Deux pays qui sont à la fois pauvres et connaissent une véritable explosion démographique. Je pense que vous y reviendrez. Je crois que ce sont les gens qui veulent fermer les yeux, oui. Qui veulent frapper cette question de tabou, qui portent la responsabilité des conséquences racistes de cette politique, Pen, et non pas ceux qui sonnent l'alerte. Monsieur Le Pen, je pense que vous y reviendrez dans la suite de l'émission. Combien est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, vous et votre mouvement, vous représentez dans l'opinion?
Quels chiffres vous fixez-vous pour les élections européennes et combien, ce sont des questions, vous y répondez d'un chiffre à chaque fois, et combien de militants revendiquez-vous? Écoutez, je crois qu'il y a actuellement une véritable transformation qui se produit dans la société politique française. L'esprit public est en train de se mobiliser à un point, je suis frappé d'ailleurs de voir à quel point l'aveuglement des milieux politiques... Répondez, comme je vois qu'on arrive à la fin de notre période, répondez précisément. Je vous ai demandé à combien estimez-vous votre influence aujourd'hui? Quel objectif vous donnez-vous pour les élections européennes? Combien revendiquez-vous de militants? Je pense que nous sommes aux alentours de 10%. S'il y avait des élections actuellement, s'il y avait des élections nationales se déroulant au scrutin proportionnel, c'est-à-dire sans que joue la fameuse règle du vote utile. Les élections européennes. Voilà. Aux élections européennes, je pense que nous serons entre 10 et 15%, et j'espère faire un score supérieur à celui du Parti communiste. Et le nombre de vos militants? Le nombre de militants, je pense une vingtaine de milliers. Qui ne cesse de grandir par l'appoint. Et en 81, il y en avait combien? Il y en avait beaucoup moins. Il y en avait peut-être, je ne sais pas, 2 ou 3 000. Oui. Ça va quand même très vite, parce qu'il y a un mois, Europe numéro 1, vous avez dit 10 000. Non. Si, vous avez dit 10 000. Mais oui, mais vous savez, vous pouvez venir dans nos bureaux, vous verrez que nous recevons vraiment massivement. Ça a doublé en un mois. Et encore, les gens ignorent que nous nous trouvons 11 rue Bernouilly dans le 8e. Quand ils le sauront, je vous garantis que là, c'est par milliers, dizaines de milliers. Monsieur Le Pen, 2 dernières questions très courtes. Oui. La première, vous me répondez si vous voulez pas, vous ne me répondez pas. D'ailleurs, je vous en sais capable, donc vous faites ce que vous voulez. Pour qui est-ce que vous avez voté au premier et au second tour des élections de 81? J'ai voté au premier tour, je n'ai pas voté. Je me suis abstenu. Au second? Et au second tour, j'ai demandé d'ailleurs publiquement que l'on votât pour Jeanne d'Arc. Et au premier tour, vous n'avez pas voté? Non. Vous le regrettez après coup ou pas? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis trouvé, on m'a mis dans l'obligation de ne pas pouvoir me présenter comme candidat. Vous n'avez pas pu vous présenter? Absolument. Bon. Est-ce qu'il y a un homme politique de l'opposition, disons de niveau national, qui à vos yeux soit plus à droite que vous sur l'échiquier, et quel est parmi les leaders de l'opposition républicaine celui dont vous vous sentez à votre guise le plus proche ou le moins éloigné? Écoutez, cette question, je suis incapable d'y répondre. Parce que je considère qu'il y a une solidarité dans la politique qui a été menée sous la Ve République par l'opposition libérale, par l'opposition parlementaire. Et que, soit qu'ils aient été au gouvernement ou qu'ils n'y aient pas été, la majorité libérale a appuyé toute la politique française que j'ai condamnée en disant qu'elle faisait avec les voix de la droite la politique de la gauche. Autrement dit, pour vous, Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, Jacques Chirac, Simone Veil, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Non, pas tout à fait. Il y a des positions de certains d'entre eux je vous ai demandé celui dont vous vous sentez le moins éloigné. Nôtres. Oui, ça dépend, parce que sur le plan politique, quelquefois, certains sont plus proches de moi. Sur le plan personnel et sentimental, je m'en trouve plus éloigné. Il m'est difficile de faire ce genre de calcul. Au demeurant, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon. Alain Duhamel, merci. SVP, d'autres questions? Oui, toujours beaucoup de questions ici à SVP. Question d'un employé de banque. Que pensez-vous de l'emprunt fait par la France à l'Arabie Saoudite de 4 millions de dollars? Que pensez-vous de toutes les banques arabes installées à Paris qui offrent du travail aux Français? Je pense que la politique d'endettement du gouvernement français est une politique dramatique. Et nous sommes actuellement dans une situation telle que, d'ores et déjà, l'avenir de notre pays est compromis, car nous arrivons au stade où nous sommes obligés d'emprunter pour payer les intérêts de nos emprunts précédents. Et le gouvernement agit comme agissent souvent les municipalités, socialistes ou communistes, surtout quand elles savent qu'elles vont perdre les élections prochaines. Elles engagent par des emprunts massifs la politique de l'avenir, et elles espèrent qu'ainsi, ceux qui leur succéderont dans le cadre d'une alternance démocratique ne pourront pas faire face aux obligations qu'ils ont contractées. Bon, Jean-Louis Servan-Schreiber, on va peut-être poursuivre d'ailleurs sur ce terrain, directeur PDG du journal économique L'Expansion, pour un quart d'heure ensuite. Cela dit, il faut tout de même faire remarquer que sur l'endettement extérieur, c'était largement commencé sous le gouvernement précédent. Mais ça s'est tout de même énormément aggravé depuis. Mais je vous ferai la même réponse que j'ai faite. J'ai critiqué la politique socialisante des gouvernements prétendument libéraux avant 1981. Et je suis prêt à en reparler. On va y revenir, je pense.
Jean-Louis Servan-Schreiber. Bonsoir, Monsieur Le Pen. Bonsoir, monsieur. Vous avez déclaré le 3 décembre au Figaro Magazine « Si l'on me traite de raciste, j'intente des procès et je les gagne tous ». Est-ce exact? Oui, c'est exact. Très bien. Vous en avez une expérience personnelle, je crois. Tout à fait. J'ai été condamné personnellement, non pas sur le fond, mais pour injure, n'est-ce pas? Il faut savoir que la législation française se prononce sur le fait que le mot raciste est une injure, et la Cour ajoute que dans ces cas-là, elle n'a pas à savoir si les faits sont réels ou non. Pas du tout. Ah, si, Oh, si, vous avez mal lu le jugement. Ah. Vous êtes un bon économiste, sans doute, mais un mauvais juriste. C'était un fait. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'en 30 ans de carrière politique, vous n'aviez pas été amené à prononcer de propos antisémites. Je cite, « Monsieur Mendès France, vous n'ignorez pas que vous cristallisez sur votre personnage un certain nombre de répulsions patriotiques et presque physiques. » C'était à la tribune de l'Assemblée nationale en février 58. Vous ne pensez pas que ce sont des propos antisémites? Ça tenait d'abord, je crois, d'abord à la politique de Pierre Mendès France, politique qui avait abouti à une quasi-capitulation en Indochine, à l'abandon des populations, en particulier du Tonkin et du nord de l'Annam, qui nous avaient fait confiance, et l'autre partie relève plutôt de l'esthétique, voyez-vous. Je ne pense pas que le président Mendès France ait jamais rêvé de passer pour un Adonis. Je note que vous ne pensez pas que ces propos sont antisémites. Je me permets de citer autre chose. Quand je vois les Arabes avec leur allure avachie, je me demande s'il n'y a pas un déterminisme biologique qui joue. À ma connaissance, vous n'avez pas attaqué les auteurs de 2 livres dans lesquels ces propos vous ont été attribués. Cette phrase D'un livre de Grégory Ponce, qui est un homme de droite. Ah oui, c'est un homme qui a tenu dans mon bureau 3 minutes, car le temps qu'il a fallu pour se présenter et le temps que je lui indique la porte pour sortir. Il n'a donc pas pu relever une seule déclaration de moi, car il prétendait me dicter les termes de son interview. Je comprends. Ça a été repris par M. Serge Dumont ultérieurement dans un livre qui s'appelle Les Brigades Noires. Je voulais vous le signaler. Je constatais seulement que vous n'aviez pas attaqué les auteurs de ces livres. Oh, mon Dieu, je fais tellement de procès que déjà je ne peux pas attaquer tout le monde. Je vais encore être obligé d'attaquer la télévision française, etc. Mes avocats, vous savez... Moi-même, peut-être de nouveau. Ah non, nous allons en cassation, je crois. Oui, bien sûr, mais nous pouvons recommencer. Donc nous avons l'occasion de nous retrouver. Nous pouvons recommencer. Plus près de nous, je cite, « Demain, les immigrés s'installeront chez vous, mangeront votre soupe et coucheront avec votre femme, votre fille ou votre fils. Oui. » Ça a été reproduit à la suite de votre campagne dans le Morbihan, dans le Figaro. Et là, que je sache, vous n'avez pas attaqué le Figaro. Oui, je sais, voyez-vous, que ces propos, disons, virils, ont de choquant quand c'est regardé à la loupe dans les salons parisiens, chez les gens de qualité. Nous sommes dans le salon de millions de gens. Même, c'est affreux ce qu'on peut dire. Et il est bien évident que et c'est le rôle d'un homme politique. La politique, c'est un art de communication. Ça consiste à traduire les aspirations populaires dans des formes qui soient, je dirais, gouvernementalement possibles. Et ça consiste aussi à traduire la gravité des problèmes politiques dans des termes qui soient compréhensibles par tous. Or, comment décrire autrement la véritable invasion qui est en train de se produire dans notre pays, la constitution de véritables villes étrangères, imperméable à l'autorité, au fisc, à la police. Et cette invasion, je ne sais pas comment dire cela autrement, qui ne cesse de croître. Comment expliquer aux gens qu'elle les menace dans l'essence même de leur liberté et de leur devenir? Je note que vous ne considérez pas que ces propos ont une teneur raciste. Bien oui, clair. mais non, je ne pense pas. Non. Ils sont contredits par tellement de déclarations explicites sur le fait que je considère tous les Français, sans distinction de race, de couleur et de religion, comme des frères dans la nation, que je crois qu'il ne peut pas y avoir d'équivoque. J'ai d'ailleurs précisé en outre que je ne suis pas xénophobe, que le fait que j'aime mieux les Français et la France n'indique pas pour autant que je déteste les étrangers, ni que je déteste les autres pays. Que cela soit clair, et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire de manière très nette. Je vais vous donner l'occasion de préciser encore votre pensée. Je cite,
Au cours de l'histoire, deux peuples ont prétendu appartenir à une race supérieure, les Juifs et les Allemands. Pour les uns et les autres, l'affaire s'est mal terminée. Autrement dit, nazisme, judaïsme, c'est à peu près kiff-kiff, comme disent vos amis. Cette phrase est extraite de quel ouvrage? Elle est extraite de votre propre hebdomadaire, RLP Hebdo, du 30 juin 83, oui, sous la signature d'André Figueras. Ah ben écoutez, c'est à M. Figueras qu'il faut en demander raison. Non, parce que vous êtes, je crois, responsable de cette publication, et je voulais savoir simplement si vous étiez d'accord ou en désaccord avec cette affirmation. Écoutez, je n'avais pas lu l'article de M. Figueras, mais... Dans votre propre bulletin, il n'est pourtant pas très épais. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, je n'ai pas votre chance. Je n'ai pas votre chance. C'est un journal de pauvres, je vous l'accorde, n'est-ce pas? Monsieur Le Pen, on en revient un peu à la question d'Alain Duhamel tout à l'heure. Je veux bien vous donner acte que vous n'êtes pas raciste. Mais est-ce que vous ne flattez pas le racisme? Est-ce que l'heure de vérité va se passer exclusivement à débattre de ce sujet? De savoir si je suis ou si je ne suis pas raciste. J'ai dit que je n'étais ni raciste, ni fasciste, ni extrémiste. Nous n'allons pas passer, je pense, 1 heure ou 1 heure un quart sur ce sujet-là. Je l'espère, mais c'est quand même et sur ce que vous n'allez thème-là. pas m'amener pour le crime de racisme sur le bûcher pour me brûler. N'est-ce pas? Pour calmer je ne sais quel, les colères de je ne sais quel Dieu. Monsieur Le Pen, restez calme. Je suis très calme, oh, mais croyez-moi, très calme. C'est quand même sur ce terrain-là que vous avez fait votre percée, si vous voulez. Donc il est logique. C'est pas vrai, si. C'est totalement faux. Si. Mais c'est vous qui l'affirmez, mais je ne suis pas d'accord du tout. D'abord, je vous signale que j'existe politiquement depuis déjà 30 ans. Que j'étais député, que j'ai même été chef de groupe parlementaire, leader de groupe parlementaire, que j'ai été élu et réélu, et que je fais de la politique depuis beaucoup plus longtemps que sans doute, Monsieur Virieux, vous ne faites du journalisme. C'est pourquoi, Monsieur Le Pen, les téléspectateurs ont besoin, effectivement, dans l'heure de vérité, de savoir quelles sont vos réactions personnelles en face d'un certain nombre de faits. Je constate que sur les textes que vous citez, Monsieur Servan-Schreiber, vous avez cité 2 textes qui sont ceux d'auteurs connus, journalistes, confrères, notoires, et à qui vous pouvez demander raison de leurs affirmations. Très simplement. Monsieur Pen, dans la mesure, et nous allons le voir, où un certain nombre de gens sont vos compagnons de route, oui. Je suis sûr que vous n'êtes pas un homme à renier vos amis. Oh, sûrement pas. Je le sais. Sûrement Donc, pas. dans ce cas, il m'importe de savoir si vous êtes avec leurs avec qualités et avec leurs défauts. Je ne me crois pas, je ne suis pas totalitaire, et je ne demande pas qu'ils soient au garde à vous devant moi. Ils ont leur liberté intellectuelle et politique. Alors, dans le cas de leur liberté intellectuelle, par exemple, certains d'entre eux écrivent « L'Internationale de l'assassinat était composé essentiellement de juifs. Le 16 octobre 1983, ça a été un discours de M. Romain Mary, qui, je crois, a été dans votre comité de soutien au présidentiel de 81. Est-ce que vous êtes ou non en désaccord avec cette affirmation? Et encore une fois, demandez à M. Romain Mary ce qu'il pense. M. Romain Mary est un membre du comité directeur du CNI. Et il assume les responsabilités de ces affirmations. Et vous ne pouvez pas me demander en toute occasion, en prenant des extraits de journaux, de discours de quiconque, de me dire « Monsieur Le Pen, êtes-vous d'accord avec cela? N'êtes vous pas d'accord avec cela ?» Cela me rappelle les procès de l'Inquisition. C'est une inquisition politique. Et si j'ai à répondre, et je le ferai très volontiers de mes écrits, de mes actes, de mes positions, je n'ai pas à juger des tiers sur un plateau de télévision. Ça me paraît tout de même une méthode étonnante et qui ressemble fort au terrorisme politique. Terrorisme élégant, je le reconnais, et feutré, mais terrorisme quand même. J'insiste quand même sur cette citation parce que cette journée du 16 octobre 1983 qui était... Oh, j'en ai tellement entendu parler. Qui regroupait effectivement l'ensemble des organisations de droite dans une journée qui s'appelait Amitié française, était, je crois, en présence de votre part. Vous y êtes venu. Il y avait un stand de votre parti. Absolument. Vous avez donc participé de manière tout à fait naturelle. Oui, mais pas plus que Ricard à la fête de l'Humanité. Et M. Paul Ricard n'est pas plus responsable des propos de Georges Marchais que je ne le suis des organisateurs de cette réunion à laquelle je ne participais, en effet, que par la location d'un stand. Voilà. La location d'un stand. Mais un certain nombre, enfin, en tout cas, une de ces organisations, à la suite de ce qui s'est dit lors de cette journée, s'est désolidarisée de ce qui s'était dit. J'ai constaté, je crois que l'UNIR, le Front National, ne s'est pas désolidarisé que de ce qui avait été dit lors de cette journée. Bon, permettez-moi simplement de citer également quelque chose qui, personnellement, m'a paru tellement choquant que j'aimerais bien avoir votre réaction personnelle.
Autre bombe, celle d'Anvers, plus exactement une grenade jetée distraitement par un Palestinien sur un groupe d'adolescents juifs, progéniture en balade des diamantaires d'Anvers. Or, son auteur, M. Alain Renaud, a été secrétaire général du Front National de 78 à 80, candidat du Front National dans le 16e en 77. Donc là aussi, ça n'est pas vous, mais est-ce que si je reprochais, et comme cela vous arrive, vous reprochez à M. Georges Marchais, par exemple, pour citer un quidam, les déclarations et les agissements d'autres membres du Parti communiste, il me semble que cet amalgame-là ne vous est pas complètement étranger. Je condamne cette déclaration tant dans son fond que dans sa forme. Alors pourquoi avez-vous accepté des gens comme cela près de vous? Ah oui, mais écoutez, alors là, je ne suis pas encore foi, je ne sais pas à quelle occasion, monsieur, la personne dont vous parlez a fait cette rédaction. C'est un article à propos d'effectivement un attentat qui a eu lieu. Qui est apparu dans quel journal? Je n'ai pas la citation exacte du journal, mais je vous la retrouverai. Parce que je crois savoir qu'il s'agit d'un journal qui n'est pas un journal du Front National, et je crois savoir que quand monsieur... je crois que c'est M. Renaud, a écrit cette phrase, il n'était plus au Front National. Je crois que c'est dans le Militant. Oui, voilà. Bon, alors, il n'était plus au Front National à l'époque où il a écrit ça. Et par conséquent, c'est un peu comme dans Le Loup et l'Agneau de La Fontaine. Je ne suis pas responsable avant ni après, n'est-ce pas? Mais ni même toujours pendant qu'ils sont là. Oui, mais je prends un exemple. Vous avez eu, par exemple, comme candidat aux élections et comme membre du Front National, des gens comme Pierre Bousquet, qui était un ancien SS et qui est resté 9 ans trésorier du Front National. Vous avez eu également comme candidat Marc Fredriksen, qui est défenseur d'un parti nazi, et c'est pour ça que son parti, la FAN, a été interdite. Il était votre candidat aux élections de 78. De la même façon, M. Hubert Kohler, que vous avez eu comme candidat dans la 8e circonscription aux élections de 73, avait été préalablement, donc vous aviez pu en juger, condamné en 69 pour incitation à la haine raciale. Donc, est-ce que cet ensemble de relations que vous établissez avec des gens qui sont autour de vous ne peut pas accréditer, comme vous le disiez, une partie de l'image dont vous vous plaignez tout à l'heure? Oui, si elle l'accrédite, c'est à mon avis de manière erronée et fausse. Car ces gens-là, M. Bousquet a peut-être eu les responsabilités que vous dites, il a peut-être été un ancien SS, mais moi je suis de ceux qui sont pour la réconciliation des Français. Et qui, 20 ans, 30 ans, 40 ans après la guerre, ne s'intéressent qu'à un seul fait, de savoir s'ils veulent servir leur pays. C'est cela qui m'intéresse. Voyez-vous, j'essaye de rassembler les hommes et même si leur manière de servir leur pays est de donner dans un antisémitisme tout à fait caractérisé. Oui, je ne crois pas que ce soit le cas. Prenons un exemple. Vous avez comme ami proche M. François Brignot, qui publie le journal Présent, qui vous défend et qui fait partie de vos instances. Il a été condamné en 79 pour incitation à la haine raciale, avec comme attendu à encourager les lecteurs à penser que les Juifs sont incapables d'agir et de participer à la politique du pays comme un citoyen normal et qu'ils sont les auteurs de machinations occultes. Écoutez, moi je trouve que c'est cette manière de faire tout à fait détestable. Parce que je pense que c'est cette inquisition méticuleuse qui pourrait susciter des réactions de racisme. Parce que nous sommes dans un pays libre où les gens jugent dans le cadre de la liberté que leur assurent les lois. Et il semblerait qu'il y ait une précaution tout à fait particulière qui protégea les Juifs. Moi, je considère les Juifs comme des citoyens comme les autres, mais pas comme des citoyens supérieurement protégés. Ils ne le sont pas plus que ne le sont les Bretons ou d'autres. Et on finirait par croire, M. Servan-Schreiber, qu'il en est ainsi et qu'il y aurait en quelque sorte deux catégories de Français, dont certains seraient légalement mieux protégés que les autres. Certains le pensent aussi pour les étrangers. Je suis personnellement de ceux qui pensent que dans notre pays, s'il doit y avoir une protection supérieure, elle doit être à l'égard des Français. Alors, vous considérez effectivement donc que les Juifs ne sont pas des Français? Mais pas du tout. Qui vous a dit cela? Ce n'est pas vrai, je n'ai pas du tout dit ça. Écoutez, vous me faites là un procès d'attention, vous me faites un procès anglais, n'est-ce pas? Ne parlons plus d'antisémitisme pour l'instant, mais seulement peut-être de violence. J'ai là un rapport
sur lequel j'aimerais avoir votre avis pour savoir si les faits sont exacts ou non du commissaire principal d'Alger en 1957. C'était le procès Le Pen, je ne savais pas, vous ne m'aviez pas averti. Je pensais que M. Servan-Schreiber était là à raison de ses compétences économiques, et je m'aperçois que c'est un procureur de l'antiracisme. Non, pas seulement, également de l'antiviolence. Ce rapport déclare... C'est le commissaire principal Gilles que lors de l'arrestation d'un Algérien, Yayaoui Abdenou, lors de son arrestation, 2 fils électriques furent reliés au lobe de ses oreilles et le lieutenant Le Pen lui-même faisait fonctionner une magnéto à manivelle à l'aide de laquelle il lui envoyait des décharges électriques dans le corps. En présence de ce même officier, le jeune Yayaoui fut frappé avec un air de bœuf et fut attaché nu sur un banc, pieds et poignets liés, et dut ingurgiter de force une certaine quantité d'eau. Je vous passe le reste. C'est scandaleux ce que vous dites là. C'est scandaleux. Bon, car ce monsieur Gilles n'a jamais témoigné de cela. Où a-t-il témoigné de cela? J'ai copie de ce C'est scandaleux, c'est une provocation policière. C'est une provocation policière que vous n'avez, qui a été publiée à 2 reprises. Premièrement, en 1962, dans un journal qui s'appelle Vérité Liberté, sous le titre Le Pen, député tortionnaire. C'était les cahiers d'information sur la guerre d'Algérie, dirigés par un homme qui a une réputation intègre, qui est M. Pierre Vidal-Naquet. Oh mon Dieu. Et ce journal n'a jamais été attaqué par vous. Mais encore une fois, le fait de ne pas attaquer une diffamation ou un mensonge ne constitue pas pour autant une vérité. Mais vous attaquez Et alors, si vous voulez, écoutez, moi je constate que vous vous servez d'un rapport de police, ce qui généralement ne se fait pas dans un milieu politique. Un milieu politique et une tribune de ce niveau. Je suis scandalisé que vous utilisiez de telles méthodes en rappelant des faits sur lesquels je suis prêt à parler personnellement. Car je vais vous dire, j'étais député en 1956, avec mon camarade de Marquet et je crois Klosterman. Nous avons quitté notre siège de député pour aller en Algérie nous battre avec les gens du contingent et les rappeler, pour leur montrer notre solidarité. J'étais dans une division aéroportée et dans un régiment parachutiste qui était le premier régiment étranger de parachutistes. Nous avons reçu une mission, mon unité. Cette mission a été donnée par le gouvernement socialiste de M. Guy Mollet. Et elle était de protéger la population française contre une offensive terroriste de grande envergure lancée par les Félagas, qui posaient dans les rues d'Alger des bombes, qui tuaient tous les jours des femmes et des enfants. Et cette offensive terroriste, disait le gouvernement, doit être brisée. Elle a été brisée, ce qui a donné l'occasion aux alliés des Félagas, les communistes et leurs amis, de lancer contre l'armée française une campagne de désinformation et de dénigrement. J'ai servi en Algérie, j'en suis fier, avec honneur, et j'ai été décoré de la Croix de la valeur militaire. J'ai introduit comme député, en rentrant, une proposition de résolution demandant que pour effacer les injures qui avaient été faites à l'arme aéroportée dans son combat pour le pays et aux ordres du gouvernement, qu'elle soit admise à défiler le 14 juillet, ce qu'a fait le gouvernement. La division aéroportée a défilé dans son intégralité le 14 juillet 1957, recevant ainsi l'hommage de la nation. Je n'en dirai pas plus sur des faits qui remontent à 27 ans. Mais les hommes qui ont fait la guerre haïssent la guerre, en fait, n'est-ce pas? Et je crois que personne ne peut, et en tous les cas pas ceux qui ne l'ont jamais faite, peut venir réclamer des comptes sur la violence de la guerre, sur les nécessaires obligations imposées par la hiérarchie militaire et politique du temps. Très bien, sur ce mot nécessaires obligations, je vous remercie. C'est terminé. SVP, d'autres questions? Une question de politique étrangère. À la place du président de la République actuelle, M. Le Pen, que feriez-vous de l'armée française à Beyrouth et au Tchad? En l'état actuel de la situation et après les pertes que nous avons subies, je ne laisserai pas notre corps expéditionnaire de Beyrouth dans la situation d'être encerclé ou capturé par les innombrables ennemis, bien que nous les fréquentions, paraît-il, a dit le président de la République dans son allocution d'hier soir. Je prendrai donc au minimum les précautions que des alliés autrement puissants que nous ont pris, en l'occurrence des Américains, mettant leurs Marines à l'abri sur leurs porte-avions ou sur leurs bateaux de guerre. Je ferai au moins cela, tout de suite. Et sur le Tchad? Et sur le Tchad, c'est une question qui sans doute est trop longue à exposer ici, mais je pense que je prendrai toutes précautions utiles
pour que nos soldats, la vie de nos soldats soit protégée et que nous réservions, je le souhaite de tout mon cœur, nos capacités d'intervention aux pays étrangers et en particulier aux pays africains qui se sont résolument et toujours déclarés amis de la France. Il y a une certaine gêne, je vous l'avoue, à savoir que les parachutistes français protègent au Tchad le gouvernement de Hissène Habré, l'assassin du commandant Galopin. Et à votre avis, fallait-il envoyer les forces françaises au Liban? La politique gouvernementale française me paraît équivoque sur le plan international. Équivoque parce qu'elle semble s'opposer aux menées hégémoniques de l'URSS en approuvant les euromissiles, l'implantation des euromissiles en Europe, en approuvant aussi, en faisant des opérations militaires. Je note au passage que la gauche, qui est pacifiste quand elle est dans l'opposition, est toujours militariste quand elle est au pouvoir. Et en ce qui me concerne, ayant participé à 3 guerres, je rappelle que ces 3 guerres ont été déclenchées et menées par la gauche, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce sont trop souvent les militants et les soldats de droite qui meurent. Bon, je considère que cette politique a été aventuriste et en tous les cas très largement, comment dirais-je, polluée par le fait que l'on ait admis au gouvernement français, et je répète mon terme, 4 généraux soviétiques en la personne de 4 ministres communistes. C'est la définition de Lénine que j'applique à ceci. Lénine avait dit « Tout communiste doit être un bon tchéquiste », c'est-à-dire un homme du KGB. Aujourd'hui, c'est l'équivalent. Par conséquent, je ne veux pas que M. Fitterman et ses amis puissent croire qu'ils ne sont pas de bons communistes. Et s'ils sont de bons communistes, c'est qu'ils sont de bons KGBistes. Et je ne comprends pas que le président de la République, qui n'est pas obligé de les prendre dans sa majorité, fasse à la fois la politique que l'on sait en Europe, au Liban et au Tchad, et une politique exactement inverse quand il s'agit de mettre des communistes au pouvoir en France, et en même temps, sur le plan international, en Afrique centrale et en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Bon, Monsieur Le Pen, nous allons probablement continuer sur ce terrain avec Albert Duroy, qui vient nous rejoindre maintenant pour ce 3e quart d'heure. Alors, M. Duroy va nous faire le fascisme, alors je pense, parce qu'on aura comme ça vu les 3 grands axes, en quelque sorte, de ce qui vous intéresse. Malheureusement, pas ce qui intéresse le pays. C'est ce que je regrette. C'est la réédition, en quelque sorte, de l'émission d'Europe numéro 1. Mais je ne veux pas faire un procès d'intention à M. Duroy. C'est ce que vous venez de faire, M. Le Pen, parce que vous me mettez dans une obligation ennuyeuse où je parle de ce que vous dites, et dans ce cas, vous avez caricaturé à l'avance ce que je vais faire, ou alors je ne le fais pas, et on aura l'impression que je cède... C'est un dilemme, M. Duroy. Non, je peux faire ce que je veux. D'accord. D'accord, nous sommes bien d'accord. Bon, alors, avant d'aborder quelques thèmes qui n'ont pas encore été abordés, des thèmes économiques et des thèmes de politique étrangère notamment, je souhaiterais avoir quelques éclaircissements sur quelques sujets qui ont déjà été abordés. Ça, c'est le programme du Front National. Oui, c'est une brochure du Front National. Donc, comme vous êtes le président du Front National, ce qui est dedans vous engage. Alors, je voudrais simplement une explication. Je ne suis pas du tout polémique, parce que je voudrais comprendre. Front National, donc le mot nation est très important. La nation est la communauté de langues, d'intérêts, de races, de souvenirs, de cultures où l'homme s'épanouit. Alors, la nation française est la communauté de langues. Ça veut dire que les Alsaciens qui ne parleraient pas français ne seraient pas des nationaux. D'intérêts, un Français qui investirait sa fortune à l'étranger, pas un national. De race, vous avez dit tout à l'heure, les dom-toms, ce sont des Français. Tiens, ils ne sont pas de la même race. De souvenirs, ceux qui étaient ou dans la résistance ou dans la collaboration n'ont pas les mêmes souvenirs, n'ont pas fait la même guerre, ne font pas partie de la même nation. Je ne comprends pas très bien cette phrase. Mais vous pensez, vous, que la nation, ce n'est pas un ensemble de communautés? Ah si, mais bien sûr, c'est majoritaire, je veux dire, c'est en majorité. C'est une définition absolument classique de la nation. Elle n'a rien de personnel au Front National. C'est-à-dire que cette nation peut être faite de quantité de minorités. Oui, mais je ne le souhaiterais pas. Je ne souhaiterais pas qu'elle devienne un nouveau Liban, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, non, on peut souhaiter aussi, effectivement, que ça ne tombe pas de nous avons un pays qui a 1000 ans, il a un certain nombre de caractéristiques et un certain visage majoritaire, mais il comporte des minorités, aussi bien des minorités culturelles que linguistiques, qu'ethniques. Et jusqu'ici, elles ont vécu en harmonie. Et si je suis attentif à ne point se laisser constituer des minorités étrangères dans notre pays, c'est justement pour préserver ce que j'appellerais le plus grand commun dénominateur, c'est-à-dire ce qui tient ensemble les Français, ou le plus petit commun diviseur, si vous voulez. Alors, il y a un slogan qui se retrouve dans certains de vos meetings, qui est « Fabriquons français avec des Français ».
Oui, c'est en quelque sorte, c'est une riposte au slogan communiste qui dit « fabriquons français ». Alors nous disons « fabriquons français », oui, mais faisons-le avec des Français. Cela veut dire, très clairement, parce que toutes les affiches et toutes les formules, vous le savez... Vous répondez à la question avant de vous poser, c'est remarquable. Doivent être synthétiques, oui. Enfin, bon, allons-y. Vous voyez, j'ai l'esprit vif, n'est-ce pas? C'est bien, je ne me suis pas trompé. Bon, veut dire que quand il y a crise dans un pays, en particulier grave crise de l'emploi, et qu'il y a des millions de chômeurs, je crois 2,5 millions, peut-être même un peu plus, si l'on écarte les camouflages gouvernementaux, eh bien, et qu'il y a 6 millions d'immigrés, nous disons que l'emploi doit être réservé en priorité aux Français, et que si les immigrés doivent partir pour le leur laisser, ceci est dans le fond conforme à l'intérêt national de la France et des Français, et même conforme à une justice supérieure. Donc, les immigrés, ce sont tous les étrangers. Non, ça dépend. Ça dépend dans quel secteur ils travaillent. Il y a des étrangers dont nous pouvons souhaiter la présence. Mais il est évident aujourd'hui, en particulier dans les secteurs... Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux dont on peut souhaiter la présence et ceux dont on ne peut pas souhaiter la présence? À cause de leur utilité pour notre pays. Ceux qui travaillent, ils peuvent. Ceux qui ne travaillent pas, ils ne peuvent pas. Je pense qu'en effet, il faudrait commencer par organiser le retour de ceux qui ne travaillent pas, de ceux qui sont entrés clandestinement dans notre pays, et dont beaucoup ne sont dans notre pays que des assistés sociaux. Et j'ai dit, et je répète, il y a suffisamment de crèches, d'écoles, d'hôpitaux dans notre pays s'ils étaient réservés à ceux qui les payent, c'est-à-dire aux Français. Malheureusement, et il est en train de s'instituer dans notre pays un véritable quart-monde, n'est-ce pas, de gens misérables, plus misérables que les étrangers, qui souvent ne se donnent que la peine de pousser la porte de notre pays pour y venir. Mais je ne sais pas, un citoyen des États-Unis qui serait chômeur en France, il doit partir? Chômeur assisté en France? Oui, bien sûr que oui. Il doit partir, c'est ça. Bien sûr. D'accord. Et ceux qui... La France n'a pas actuellement les moyens de nourrir ni d'entretenir les chômeurs étrangers. Ça me paraît... Un Marocain en parfaite situation légale, régulière en France, et qui aurait du travail, lui, ne doit pas partir parce qu'il a du travail. Non, pas du tout. Pourquoi? Si ce travail peut être occupé par un Français, je pense que l'on peut parfaitement demander à ce Marocain qu'il rentre chez lui. Il n'a jamais, même quand le patronat et quand le gouvernement des années 60 ont sollicité, à mon avis à tort, des étrangers de venir dans notre pays, il n'a jamais été entendu, mais jamais, qu'ils étaient des immigrants, au sens où le souhaitaient des pays comme les États-Unis ou le Canada. Ils ont toujours été considérés comme des travailleurs temporaires, et il est évident que quand la raison qui les faisait venir s'éteignait, ils devaient rentrer chez eux. C'est l'inverse qui s'est produit. Non seulement ils se sont maintenus, mais encore des millions d'autres sont venus les rejoindre, qui ne sont d'ailleurs que, en quelque sorte, l'avant-garde de, comment dirais-je, de millions et de dizaines de millions d'autres. Permettez-moi, je ne fais pas d'habitude... J'ai d'autres questions à aborder. Oui, mais je vais vous répondre. Je voudrais vous faire une citation, ou deux citations, si vous le permettez, sur ce sujet, car elles ne sont pas françaises, ce sont les seules que je vais vous faire. Monsieur Ezzedine Mestiri, dans La Croix, récemment a écrit « L'Occident a raison de s'inquiéter, car les affamés pourraient aussi avoir l'idée et le droit, pourquoi pas, de venir chercher en Europe ou aux États-Unis une nourriture, une santé, un travail. Cette immigration ne serait ni clandestine, ni pacifique, ni fraternelle. M. Julie traitait récemment, d'ailleurs, dans un éditorial, exactement le même thème. Mais M. Boumedienne a écrit, avant sa mort, « Un jour, des millions d'hommes quitteront les parties méridionales pauvres du monde pour faire irruption dans les espaces relativement accessibles de l'hémisphère nord à la recherche de leur propre survie. » Voilà, Monsieur Duroy, ce que je veux dire dans mon heure de vérité, qui est beaucoup plus important que ce dont nous avons parlé jusqu'aujourd'hui. Il y a une menace grave de voir les deux hégémonies, l'hégémonie soviétique connue, mais aussi l'hégémonie tenante à l'explosion démographique du tiers-monde, et en particulier au monde islamo-arabe, qui actuellement pénètre notre pays, qui progressivement sont en train de le coloniser. Et je m'honore, et le Front National s'honore, d'avoir été la première formation, depuis 10 ans, à essayer d'avertir les Français de ce danger mortel.
évidemment beaucoup plus ressentie dans les milieux populaires que dans les milieux bourgeois, je vous l'accorde. Monsieur Le Pen, j'aurais voulu vous interroger aussi sur le fait, mais je vais passer sur cette question parce qu'on n'a pas le temps là de répondre à tout, sur le fait que la théorie que vous avez exposée à l'égard des étrangers en France est tout à fait contradictoire avec les règles du marché commun de la communauté européenne, ou alors vous ne l'appliquez pas aux pays de la communauté européenne. Mais bien sûr, c'est évident. Et la Suisse ne fait pas partie de la communauté, vous l'appliquez? Mais la Suisse, pourquoi? Parce qu'il y a des travailleurs suisses qui qui travaillent en France, mais je pense que ça doit... La Turquie est membre de l'OTAN, vous appliquez la Je pense que, voyez-vous, je suis, Monsieur Duroy, un homme de bon sens. C'est-à-dire que j'applique en quelque sorte une hiérarchie des sentiments et des dilections. J'aime mieux mes filles que mes cousines que mes voisines que des inconnus et des inconnus que des ennemis. Par conséquent, j'aime mieux les Français, c'est mon droit. Bon. J'aime mieux les Européens ensuite. Et puis ensuite, j'aime mieux les Occidentaux. Et puis j'aime mieux dans les autres pays du monde ceux qui sont les alliés et ceux qui aiment la France. Ça me paraît un bon critère. Et puis je trouve qu'avec ça, nous avons déjà beaucoup de responsabilités. Et que si nous assumons celle-là, ce sera déjà très bien. Je voudrais aborder un autre sujet. Vous venez de l'évoquer très rapidement en parlant du péril démographique. Dans votre position sur l'avortement, ce que je voudrais savoir, c'est si votre position s'explique justement par ces raisons démographiques, le péril démographique, il faut faire des enfants en France, ou s'explique par une raison morale, par une condamnation morale de l'avortement. Pour les deux, Monsieur Duroy. Pour les deux, parce que je considère que la légalisation de l'avortement, n'est-ce pas, a été dans notre pays une régression de plusieurs siècles et peut-être de plusieurs millénaires. Car les Romains, avant même le christianisme, avaient noté qu'infans conceptus, c'est-à-dire que l'enfant conçu était réputé né chaque fois qu'il s'agissait de son intérêt. Et je ne reconnais pour ma part moralement pas le droit de tuer l'avenir dans la personne des enfants. Mais cela se conjugue avec une préoccupation fondamentale et qui touche à la politique familiale qui aurait dû être celle de nos gouvernements, qui aurait dû, si gouverner c'est prévoir, être prévoyant dans ce domaine, alors que depuis 15 ans, et plus spécialement depuis 2 ans et demi, on voit une politique hostile à la famille, en tous les cas qui n'encourage pas les Français à faire face à leur responsabilité fondamentale et sans doute à la finalité la plus indiscutable de l'homme sur la Terre, c'est-à-dire de transmettre le flambeau de la vie. Il faut faire des enfants, ça c'est la raison démographique, on n'empêche pas la vie, ça c'est la raison morale. Vous êtes hostile à la contraception également? Non, je ne suis pas hostile à la contraception, qui est d'une nature tout à fait différente, car en effet, elle ne touche pas à la vie de l'enfant. Mais pour les raisons démographiques, vous la regrettez. Je souhaiterais qu'au moins cette liberté de ne pas concevoir soit largement contrebalancée par une propagande nataliste faite par l'État et une information du public, et singulièrement des femmes françaises, sur les nécessités vitales pour notre pays de remplacer les générations qui s'en vont, faute de quoi nous deviendrons un territoire de colonisation et le vide que nous avons laissé sera progressivement occupé par les vagues dont parlaient tout à l'heure les deux maghrébins célèbres dont j'ai cité les noms. Vous étiez partisan de l'Algérie française. Absolument. Si elle avait été réalisée aujourd'hui, il y aurait combien d'électeurs Ce n'est pas ce qui m'inquiète. J'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, si on ne fait pas l'Algérie française, nous aurons la France algérienne. J'ai hélas été dans ce domaine aussi bon prophète, si j'ose dire. Mais la conception que j'avais, je veux bien vous l'exposer. Les Algériens n'ont pas le droit de vote, non, mais je veux bien vous l'exposer. Avec ce que vous défendiez en 1958, les Algériens auraient eu... Je veux bien vous l'exposer, puisque j'ai même présenté la candidature d'un arabe à Paris comme député, ce qui est une belle preuve de racisme, vous en conviendrez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, comment il s'agissait de M. Ahmed Djebbour. Oui, Ahmed Djebbour, qui a été ensuite élu député d'Alger. La conception que j'avais, c'est que je pensais que les nations qui n'auraient pas une grande dimension géopolitique ne joueraient plus de rôle à l'échelon du monde. Et je pensais qu'il fallait à la France cette dimension et que l'Algérie et le Sahara la lui donnaient, à la France et d'ailleurs à l'Europe. Et que la conception, je le dis, impérialiste en quelque sorte, du rôle de la France, expansionniste, aurait pu s'appuyer justement... Vous acceptez l'étiquette impérialiste? Oui. Vous êtes impérialiste? Oui, impérialisme, oui, pourquoi pas, oui. Oui, très bien. Oui, je pensais que la France et l'Europe pouvaient légitimement, compte tenu de leur rôle dans l'histoire du monde et des responsabilités qu'elles avaient assumées, de l'avantage pour les populations du monde qu'elles pouvaient porter, de la culture qui était la sienne, pouvaient très
très légitimement essayer de jouer un grand rôle mondial. Et qu'il fallait pour cela que l'Algérie soit française. Je voudrais vous rappeler tout de même que ce n'est pas une invention de Jean-Marie Le Pen. Car quand j'ai défendu l'Algérie française, je ne faisais qu'appliquer les prises de position, d'abord de tous les gouvernements français jusqu'alors, y compris celle de M. Mitterrand, y compris celle de M. Mendès France, y compris celle du général de Gaulle, qui alla, d'une façon plutôt solennelle, à Alger et à Mostaganem, dire la même chose. Simplement, moi, j'étais fidèle non seulement au passé de la France, mais j'étais fidèle à une forme d'avenir. Et je pensais qu'avec les Juifs, avec les Européens d'Algérie, avec les Arabes et les Kabyles d'Algérie, on pouvait faire une communauté française tournée vers le monde, tournée vers l'Afrique, tournée, en effet, vers une conquête pacifique du monde. C'est-à-dire que les seuls hégémonismes que vous ne tolérez pas, c'est le soviétique et celui du tiers-monde. Oui, à ceci près qu'il ne s'appuie pas tout à fait sur les mêmes méthodes. Et à ce propos, je voudrais vous dire combien j'ai été personnellement choqué de voir que M. Chesson ait cru devoir associer en une minute de silence les députés européens à la mort de M. Andropov, chef de l'hégémonie soviétique et de l'URSS. Et je voudrais, puisque dans ce domaine, les silences sont souvent plus pesants que les discours, moi aussi me lever à mon tour pour tenir une minute de silence, ou quelques instants de silence au moins, en mémoire de tous ceux qui sont tombés, des dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste, et d'avoir une pensée fraternelle à l'égard des millions d'hommes qui sont dans les camps et au goulag. Moi, je suis journaliste et je continue à poser mes questions, si vous le voulez bien. Je voudrais aborder les thèmes économiques. Alors, je voudrais poser une question particulièrement sur les restructurations industrielles. Monsieur, je vais vous répondre immédiatement. Merci, je vous pose ma question. Le problème des immigrés étant supposé par hypothèse réglé, le problème du chômage étant supposé par hypothèse réglé par le départ des immigrés, tout dans les problèmes économiques de la France ne serait pas pour autant résolu. Je prends un exemple entre d'autres, les chantiers navals. Il y a très peu de travailleurs immigrés dans les chantiers navals, ils sont en crise grave. Il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans qu'ils sont en crise grave. Excusez-moi, je pose la question. D'accord, il y a plus de 20 ans, vous n'êtes responsable de rien dans cette partie-là, mais comment résolvez-vous ce problème-là, étant entendu que là, le départ des immigrés n'arrange pas tout? Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a pas de solution au problème de la crise, ni avec M. Mauroy, ni demain avec M. Chirac ou avec M. Barre, si nous restons dans le cadre d'une économie socialiste. Je crois que c'est essentiellement le socialisme qui, chez nous, aggrave la crise et empêche sa solution. La preuve, c'est que dans tous les autres pays occidentaux qui ne sont pas en régime socialiste, ils sont en train de résoudre les problèmes de la crise. Il faut, à mon sens, tourner le dos au socialisme, tourner le dos à la politique que l'on mène dans ce pays depuis plus de 20 ans. Car je voudrais rappeler qu'en effet, le libéralisme avancé n'était somme toute qu'une forme déguisée du socialisme le plus éculé. Que c'est sous M. Giscard d'Estaing que nous avons franchi la frontière qu'il avait lui-même fixée à 40% de prélèvement du PNB, n'est-ce pas? Que séparer... Vous ne répondez pas à ma non, mais question, si, attends, je vais y répondre. Mais laissez-moi tout de même exposer mon idée aussi. Pour séparer un pays socialiste d'une économie libérale, n'est-ce pas? Or, M. Giscard d'Estaing a pris le pays avec 35% de PNB en 1974. Il l'a abandonné en 1981 de prélèvement obligatoire, oui, sur la richesse nationale. C'est ça, pas de PNB. C'est ça. Non, de prélèvement sur le PNB. Ce que les citoyens sont obligés de payer, la part de... C'est ça, c'est bien ce que je dis. C'est ça, le prélèvement du PNB, voilà. N'est-ce pas? C'est cela. Et il l'a quitté à 42%. C'est-à-dire que c'est en fait en 1979 que la France est passée, selon les critères même de M. Giscard d'Estaing, en économie socialiste. Et nous n'avons bien sûr que faire mieux. Ça n'a fait que croître et embellir. Vous oubliez la question. Oui, la question. Bon. Sur les restructurations. Oui. Bon, je vais y revenir. Oui, parce que si nous n'avions pas... Tout ça ne règle pas le problème des grands secteurs industriels français qui ont vieilli. Oui. Qui ont vieilli surtout dans les secteurs où l'État s'est mêlé directement. Bon, très bien. Mais alors que fait-on pour demain? Ce n'est pas l'abandon du socialisme tel que vous le décrivez,
qui règle ce problème. La sidérurgie est viable, la sidérurgie française, telle qu'elle existe, est viable dans son état actuel, si tout ce socialisme que vous décrivez est abandonné. Écoutez, je pense que... Mais oui, mais parfaitement, je pense là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le socialisme, à la fois giscardien, chiracien et mitterrandesque, si vous voulez, le socialisme de la Ve République a abouti à paralyser ce pays sous une bureaucratie de plus en plus pesante. N'est-ce pas? Il y a eu de plus en plus de fonctionnaires, le secteur public n'a cessé de s'agrandir, il n'a cessé de devenir de moins en moins productif, et corrélativement, les charges et les impôts n'ont cessé d'augmenter, au point de décourager totalement l'initiative, à un point tel d'ailleurs que, contrairement à l'analyse faite par M. Chirac, je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'une incapacité de gouverner l'économie de la part des socialistes, mais d'une volonté délibérée de détruire les structures de production de liberté, de détruire l'appareil capitaliste pour enfin... Oui, mais attendez, quand ceci est changé, quand la confiance est restaurée, quand ceux qui travaillent et qui en ont ras-le-bol, monsieur Duroy, que les charges ne cessent d'augmenter, que le fisc ne cesse de les tracasser, de porter sur leur dos des gens qui ne travaillent pas et qui, en quelque sorte, passez-moi l'expression, vivent à leur crochet. Quand ceux-là verront leur effort récompensé, quand les entreprises pourront faire du profit, quand on pourra distribuer à l'actionnariat, et à l'actionnariat que je souhaite le plus, l'actionnariat populaire, de l'argent, enfin, tout sera changé. Car quand les syndicats auront été remis en quelque sorte à leur place, qui ne consiste pas à faire la révolution, comme le croient la CGT et la CFDT, nous aurons une toute autre orientation. Et à partir de ce moment-là, je crois que nous pouvons relancer l'économie. Il est évident que c'est très difficile à dire ici, en quelques minutes, et je souhaite, dans d'autres circonstances, pouvoir le dire. Non, je ne savais pas que M. Servan-Schreiber me parlerait exclusivement de l'antisémitisme. Alors, j'aurais souhaité traiter cette question. Je vais vous dire la vérité. C'est que l'industrie dont vous parlez, celle des chantiers navals, elle a été assassinée, littéralement, comme beaucoup d'autres dans notre pays, par les syndicats, et en particulier par la CGT, selon la technique qui est la suivante. Quand une affaire commence à mal marcher, qu'il faudrait dégraisser, qu'il faudrait qu'elle s'adapte, n'est-ce pas, au moment où il faudrait qu'elle s'adapte, au moment où il faudrait remplacer le personnel par des technologies modernes, et en particulier souvent par des robots. Que fait la CGT ? Elle déclenche la grève et elle accule cette entreprise qui est déjà au bord de la faillite. À la faillite, elle occupe les locaux et ensuite elle ruine ces entreprises. Ça a été vrai pour le France, ça a été vrai pour la marine marchande française, ça a été vrai pour les ports et docks français, ça a été vrai pour les chantiers navals, ça a été vrai pour un certain nombre d'industries automobiles. Et en quelque sorte, cet effet maléfique d'un syndicalisme révolutionnaire avec l'utilisation d'une main-d'œuvre étrangère sous-qualifiée, a conduit en effet, chez nous, l'industrie lourde et l'industrie semi-lourde, à ne pas faire, pendant la période de la prospérité, les nécessaires mutations technologiques qu'elle aurait dû accomplir. Et il est évidemment extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de le réaliser maintenant, et la politique de M. Mauroy ne constitue derrière de jolies phrases et des formules nouvelles que cautère sur jambes de bois. Ni lui, ni personne ne pourra, dans ce pays, faire une politique d'expansion économique sans tourner le dos résolument au socialisme bureaucratique qui est en train, à l'inverse, de conduire notre pays progressivement à la démocratie populaire. Bon, je crois que c'est clair, M. Le Pen. Alors nous retournons à SVP. D'autres questions ? Oui, dans beaucoup d'élections partielles, vous appelez à voter au deuxième tour pour le RPR ou l'UDF, alors que vous vilipendez à longueur de meeting et Chirac et Giscard. N'est-ce pas contradictoire ? Pas du tout. C'est que je fais là aussi une hiérarchie entre les dilections et les répulsions. Il est bien évident que si je reconnais et si j'ai dénoncé pendant des années
la complicité et la complaisance de l'opposition parlementaire, alors majorité, à l'égard de la gauche et à l'égard du communisme. Si j'ai dit qu'elle faisait avec les voix de la droite la politique de la gauche, ce qui me semblait une escroquerie politique et morale dans un certain sens, il n'en reste pas moins que le RPR et l'UDF se situent dans un choix de société qui est un choix de société de liberté, alors que les communistes surtout, mais aussi les socialistes, quand ils sont alliés avec eux, conduisent le pays vers une forme progressive, n'est-ce pas, de limitation des libertés. On le voit bien dans le domaine du travail, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la presse, dans beaucoup d'autres domaines, et provoque un affaiblissement de l'économie qui va jusqu'à la pénurie que l'on connaît dans les pays où, dans le fond, le socialisme a abouti, si j'ose dire. Autre question? Oui, vous parlez souvent, Monsieur Le Pen, de morale et de valeurs traditionnelles. Pour vous, l'homosexualité est-elle un délit? L'homosexualité n'est pas un délit, mais elle ne doit pas être non plus une valeur privilégiée. Car de toute évidence, elle constitue relativement une anomalie biologique et sociale. Et dans ces conditions, je crois qu'il ne faut pas occuper le devant du terrain, ni faire du prosélytisme. Je crois qu'il y a là non seulement une question de bon sens, mais aussi une question de bon goût. Monsieur Le Pen, que pense Monsieur Le Pen de la position d'Yves Montand et d'Yves Montand lui-même, qui est émigré italien? Le fait que Yves Montand soit un immigré italien ne change rien à la chose. Notre candidat aux élections d'Aulnay-sous-Bois était le fils d'un immigré italien et le responsable de l'Île-de-France au Front National est un petit-fils d'immigré italien et je crois pouvoir vous dire qu'il se trouve tout à fait à l'aise chez nous. Yves Montand a fait un retour sur lui-même, retour spectaculaire. Il a en effet découvert le communisme 30 ans après moi. Et il a évidemment un peu la ferveur et l'ardeur de Polyeucte, n'est-ce pas, pour détruire ce qu'il avait adoré. Je ne lui en fais pas grief, au contraire, parce que le discours qu'il a tenu me paraît être un discours de bon sens, plein de talent d'ailleurs, Yves Montand jouant Yves Montand, c'est du très bon spectacle et qui va dans le très bon sens. Moi, je suis de ceux qui ouvrent les bras à tous les Français, à tous les Françaises, même s'ils avaient des opinions contraires aux miennes, à partir du moment où, somme toute, ils s'aperçoivent de la vérité. J'ai noté dans le discours d'Yves Montand une réserve touchant au Front National, mais comme je le sais sur le bon chemin, sur la bonne voie, je ne doute pas, somme toute, un jour, de lui voir exprimer une opinion favorable aux idées que je défends. Alors encore deux questions, Jean-Louis Le Senne. Oui, que comptez-vous faire des anciens harkis? Oh, mais les anciens harkis sont des Français. Et il y en a un certain nombre dans le Front National. Et partout où je passe, où je fais des réunions publiques, je peux vous dire que je reçois à la fois les doléances quelquefois très chagrinées de ces Français par le sang donné, n'est-ce pas, sinon par le sang reçu, qui me disent quelle est la tristesse de leur situation, souvent tenus à l'écart par les Français qui les prennent pour des étrangers et tenus pour collaborateurs par des étrangers qui se permettent de les insulter dans leur propre pays. Il va sans dire que, pour moi, les harkis sont des Français à part entière. Quelle est la différence, Monsieur Le Pen, entre le Front National et le Parti des Forces Nouvelles et pourquoi y a-t-il eu scission? Il n'y a jamais eu scission parce qu'il n'y a jamais eu accord. Et que tout le monde sait, dans le petit monde de la politique de droite, que le Parti des Forces Nouvelles a toujours eu une attitude hostile, aussi bien à Jean-Marie Le Pen qu'à la politique qu'il défendait. Et les liens qui ont uni, notamment qui étaient visibles lors des élections diverses, ce mouvement au parti de la majorité, et singulièrement au RPR, qui a d'ailleurs accepté, au bout de quelques années, que les chefs de ce groupuscule étudiant deviennent des responsables dans son propre parti, montre bien toute la différence qu'il y a entre un parti qui ne prend ses consignes nulle part et, dans le fond, une courroie de transmission comme une autre d'un parti politique de l'opposition. Comme vous venez de répondre brièvement, Monsieur Le Pen, on peut peut-être donner une dernière question à SVP. Oui, pour en revenir au PFN, est-ce que vous ferez liste commune pour les élections européennes? C'est beaucoup sur le PFN. Bon, non, nous ne ferons pas liste commune. Je ne ferai liste commune avec aucun mouvement. La liste du Front National sera Front National, je la dirigerai, et elle sera cependant ouverte à un certain nombre de personnalités politiques ou sportives ou culturelles ou universitaires, de ceci afin de montrer que pour nous, les élections européennes sont une étape
une étape sur la voie du redressement de notre pays, sur la voie de la renaissance de la France et la défense supérieure des intérêts français. Monsieur Le Pen, nous arrivons au terme de cette émission. Y a-t-il quelque chose que vous auriez voulu dire et que vous n'avez pas pu dire, que vous estimez avoir été empêché de dire ce soir? Non, je n'ai pas été empêché de le dire, mais j'aurais voulu dire un certain nombre de choses sur l'état de l'esprit public français et sur le fait qu'on sous-estime, à mon avis, gravement le degré de tension à l'égard, par exemple, de la fiscalité, de la charge fiscale, à l'égard de la persécution fiscale qui s'exerce sur les catégories sociales qui travaillent le plus, qui prennent le plus de risques. Et cela me paraîtrait mériter en effet tout un débat. Vous savez, je vous rappelle très brièvement quels étaient les grands axes des campagnes du Front National. C'est en effet l'immigration, c'était l'insécurité dont nous avons très peu parlé, c'était le chômage dont nous avons aussi peu parlé, c'était aussi la marxisation du pays. Et puis, le laxisme général, cette décadence, cette crise à la fois morale et spirituelle que connaît notre pays, et sans la résolution de laquelle il n'y aura pas de redressement ni de renaissance de la France. Et je crois très profondément que beaucoup de Français espèrent dans des formations nouvelles et dans des hommes nouveaux et pensent qu'il y a eu changement, un changement dans une direction qu'ils estiment mauvaise, ils souhaitent un changement dans une autre direction, mais ils se disent comment l'ancienne majorité pourrait-elle faire demain ce qu'elle n'a su, ni pu ou ni voulu faire hier dans la prospérité. Et je crois qu'elle a confiance dans des hommes comme moi qui ne se penchent pas sur le peuple, mais qui sortent du peuple pour exprimer à la fois ses aspirations, à la fois ses espérances et peut-être construire avec elle un avenir de liberté et un avenir d'espoir. Merci, Monsieur Le Pen. Prochain rendez-vous le lundi 5 mars. Invité Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir.